Excusez-moi. Comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben, ça va là. Ouais, ouais. Ouais, elle est bien. C'est lourd. Ouais, on va la mettre là. Ça. Voilà. C'est plus facile. C'est parce que c'est joli en plus. Allez, on y va. Merci d'être là. Bravo, parce que ça caille. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. Mais avant de commencer, je vais vous dire 3 trucs. Comme ça, je vous le dis. Puis après, je commence. Parce que c'est 3 trucs pas toujours faciles à dire. Et puis du coup, je les dis, puis comme ça, je suis tranquille, quoi. Alors, la première chose que je dois vous dire, avant de commencer, c'est que moi, j'ai plus du tout envie de travailler, en fait. Mais alors, non. Ça, c'est dit. Et c'est pas facile à dire, on croit comme ça. Alors, entre nous, c'est facile. Bah, vous êtes étudiante, ça... Okay. Moi, j'ai 40 ans. 40 ans, dire j'ai pas envie de travailler, ça fait... oula, feignante. Non, j'ai pas envie. Bon, ça, c'est dit. Le deuxième truc que je dois vous dire, c'est que là, comme vous me voyez, je suis très en colère. Voilà. Ah oui. Ah oui, non, alors, parce que ça se voit pas. C'est rigolo. Oui, alors, pourquoi ça se voit pas ? Ma théorie, c'est que, en fait, alors, moi, là, en fait, moi, je suis une fille. Vous voyez ? Je suis une fille. Là, j'ai mis des trucs, là, j'ai mis des trucs. Bon, je suis une fille. Bon, une fille en colère, non, une fille, ça se met pas en colère. Une fille, limite, ça peut être triste. C'est mignon, une fille triste. Une fille qui pleure comme ça. Oh, c'est touchant. Une fille en colère, soit c'est une hystérique, puis bon, on fait pas grand-chose pour elle. Soit ça va lui passer, ça va durer une semaine. 3-4 jours, le temps de ses ragnagnouches, et puis après, ça ira mieux. Mais une femme qui porte une vraie colère, c'est pas tellement toléré. Et c'est dans l'autre sens pour les mecs et la tristesse. Hein. Un mec triste, oula. Hein, voilà, pourtant, on est tous des êtres humains, mais non, on n'a pas le droit aux mêmes émotions. Ce qui fait donc que quand on est une fille, et quand on est élevé, en petite fille, hein, quand on a de la colère et qu'on l'exprime, ça donne ça. Ça donne ça, mais vous ne pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas dedans moi, mais là, par là, ça fait un espèce de truc dégueulasse. Voilà, c'est la colère, elle est là. Voilà, bon, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose que je dois vous dire aussi, avant de commencer, alors là c'est mon petit moment où je dois le dire parce que sinon on ne comprend rien, mais j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait la fille un petit peu prétentieuse. Mais bon, il faut que je le dise quand même. Alors, j'ai en ma possession un... Oh putain, je sais pas comment on fait. Allez, j'y vais, j'ai en ma possession un très 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 gros diplôme. Je possède un doctorat.
Ah, j'aime bien quand ça... Un doctorat de socio-anthropologie du travail. Voilà. Bac plus 8. Bac plus 8 en théorie. Parce que, moi, en fait, bac plus 8, vous savez tout ce que c'est, 8 ans d'études après le bac, moi j'ai mis 15 ans à aller au bout de la thèse. Pourquoi j'ai mis 15 ans? C'est pas que je redoublais, hein, enfin, on ne redouble plus à ce moment-là. C'est juste que, en fait, quand je faisais ma thèse, à l'époque, on pouvait encore avoir une thèse non financée. Donc, bac plus 5, vous savez, niveau master, et puis 3 ans pour faire une thèse. Donc, en sciences sociales, déjà, on oublie. 3 ans, une thèse en sciences sociales, c'est vraiment trop court. C'est 4-5 ans quand on a un financement. Mais quand on n'a pas de financement, clairement, ça double. Parce qu'en fait, moi, ce que je faisais, j'allais bosser une année. Donc, j'avais ouvert des droits au chômage. Pendant mon année de chômage, je bossais ma thèse. Quand j'arrivais à la fin de mes droits, j'allais taffer. Évidemment, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Tout le monde sait que ça marche comme ça, mais... Et donc, au lieu de mettre 5 ans à faire une thèse, on en met 10. Alors, ça a quand même l'avantage, on va dire, d'autant quand on est en socio du travail, c'est qu'en même temps qu'on étudie le travail, en même temps que moi j'étudiais le travail, j'expérimentais le marché du travail. Du coup, j'ai fait plein de petits boulots. Vraiment plein de petits boulots. Et puis, quand j'ai eu ma thèse, j'ai continué, puisque je savais faire que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Depuis que j'ai 18-20 ans, je bosse. Donc, j'ai une magnifique carrière de boulot précaire. 20 ans. Alors, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Vous allez voir. J'ai fait pas mal de trucs. Alors, j'ai fait pas mal de trucs. Évidemment que des temps partiels, ou des vacations, ou de l'intérim, ou des CDD. En 20 ans, j'ai eu un CDI. Un CDI à la Brioche Dorée. Ah bah oui, tu signes à la Brioche Dorée. À la Brioche Dorée, tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, le concept, c'est vendre des croissants avec un serre-tête. Serre-tête sur les cheveux, vous voyez pas, j'ai tout petits cheveux comme ça. Sécurité, hygiène, bref. Alors, tout ce que j'ai fait comme boulot. J'ai commencé comme travailleuse agricole. J'ai cueilli des pommes, j'ai cueilli du tabac, j'ai fait les vendanges. J'ai été monitrice de colonies de vacances. J'ai été vendeuse de prêt-à-porter dans le cuir. J'ai été opératrice machine dans une usine d'injection plastique. Hôtesse d'accueil dans un musée, puis gardienne, puis guide. Serveuse dans une crêperie, serveuse à la Brioche Dorée. Agent administratif à l'université de Franche-Comté. J'ai été chargée de mission pour la mutualité sociale agricole. J'ai fait une étude sur la précarité en milieu rural dans la Creuse. J'ai été chargée de recherche sur la mémoire ouvrière. J'ai écrit 2 bouquins. On s'en fout. J'ai été administratrice des ventes. J'ai été en vrac chargée de recherche sur les herboristes de la ville de Gap, sur l'habitat des personnes âgées en Franche-Comté, sur le lycée technique de Besançon et sur l'activité industrielle dans les Mauges. J'ai été intérimaire dans une usine de pièces automobiles, porteuse de projets dans une entreprise d'insertion par le travail, assistante d'éducation dans un lycée professionnel, vendeuse en alimentation bio. Et pendant de nombreuses années, en parallèle de tout ça, j'ai été enseignante vacataire. J'ai donné des cours de sociaux. Alors, à la fac de droit, à la fac de sciences humaines, à la fac de médecine, à l'école d'Inf, à l'Institut de formation des travailleurs sociaux, et quand j'ai terminé en école de commerce, j'ai quitté la fac. Quand j'ai eu à faire des cours sur les RH, ça, c'était plus possible. Donc, j'ai fini ma thèse, je l'ai obtenue, et puis je suis partie.
Pourquoi je suis partie? En fait, parce que vous connaissez un peu le milieu universitaire, là, on est sur un campus, donc je ne vous apprends rien. L'université, c'est une entreprise comme une autre. C'est une entreprise qui fonctionne en grande partie sur les précaires. Concrètement, quand moi j'étais encore à la fac, il y a une dizaine d'années, sur la totalité des enseignants, 30% étaient des contractuels, des gens qui avaient un contrat, et 70% étaient des vacataires, des gens qui venaient de l'extérieur, et beaucoup de doctorants qui donnaient des cours en TD pour payer leur thèse. Évidemment, quand, on va dire sur les 70 précaires, quand 50% par rapport à la totalité veut rentrer dans la case des 30% contractuels, ben ça ne va pas, c'est faire rentrer un carré dans un rond. Eh bien, la fac, elle a un système, mais qu'on a par ailleurs en France, qu'on aime bien mobiliser, c'est le fameux système de la cooptation. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est... Si vous voulez, la cooptation, c'est assez simple à l'université, c'est-à-dire que si, et ça, c'est quand même des trucs assez incroyables dans la vie, quand même, il y a des hasards. Si vous êtes l'épouse d'un professeur bien installé dans un laboratoire, eh bien, incroyable, le hasard fait que vous aurez plus de chances d'avoir un poste. Ça, c'est la cooptation. Si vous êtes la fille, le fils, la nièce, le neveu, ça marche pas mal aussi. Ce qui marche le mieux, moi en tout cas, j'ai vu ça, c'était beau, c'est quand vous êtes la jeune maîtresse du vieux mandarin installé dans son laboratoire. Alors là, vous avez un poste, vous avez des tapis comme ça, rouges, qui s'ouvrent devant vous, des pétales de fleurs qu'on vous jette, voilà, pour rentrer à l'université. Bon. Voilà, donc c'est ça, comment on fait rentrer des gens dans ce système. Pas tous, évidemment, il y a quelques personnes qui sont compétents et qui sont à leur place, mais ceux-là, ils rament dans ce monde de requins. Et voilà, moi j'étais ni la femme, ni la fille, ni la maîtresse, ni quoi que ce soit. Voilà, puis du coup j'en avais marre. Alors j'ai quitté le milieu universitaire. Et juste au moment où je quitte, dis donc, je croise des gens, incroyable, je ne savais pas d'où ils sortaient, je croise quelqu'un qui me parle du réseau repas. Réseau repas, réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Alors là, elle me dit, le réseau repas, c'est des entreprises qui sont regroupées dans un réseau, c'est toutes des entreprises en coopérative, en association, dans des statuts plutôt alternatifs qui expérimentent les prises de décision collectives, la hiérarchie horizontale, l'intelligence collective. Waouh! J'étais là, waouh, ça existe ça en vrai. Et elle me dit en plus, cerise sur le pompon, elle me dit, il propose une formation pendant 6 mois, tu peux aller en immersion dans ces entreprises, tu peux faire des chantiers avec d'autres compagnons alternatifs. Ah, je dis, tiens. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait cette formation du réseau repas et donc j'ai rencontré ces structures. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, moi, je viens vous parler du travail. Et j'ai besoin de me sentir légitime, en fait, tout simplement. Donc je vous dis tout ça parce que, pour simplement vous faire savoir que pendant vraiment de nombreuses années, j'ai étudié le travail d'un point de vue sociologique, j'ai expérimenté le marché de l'emploi et j'ai rencontré des autres façons de travailler. Donc c'est ce qui fait que je me sens plutôt à l'aise de venir vous parler du travail et aussi que je souhaite partager avec vous une autre vision du travail. Parce que c'est aussi ça là, qui coince. Et l'autre vision du travail sur laquelle j'aimerais qu'on vienne là doucement, c'est celle-ci. En fait, j'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler de la racine latine du mot travail. Vous connaissez? Tripalium, qui veut dire torture. Engin de torture à 3 pieds. Donc vous imaginez bien que du coup, le travail, c'est fait pour en chier, si ça vient de la torture. Sauf que ça, c'est des grosses conneries en fait. C'est un faux parcours linguistique. Quand on va vraiment creuser chez les linguistes d'où vient le mot travail,
la plupart ne font pas de lien avec l'engin de torture. Certains font le lien, par exemple, alors quelqu'un a montré le lien qui existe entre le mot travail et la racine trabs, qui veut dire entrave, la difficulté d'avancer. Vous voyez les bœufs qui doivent travailler la terre et qui ont ce morceau de bois là, c'était ça, le traps. Entre une entrave et une torture, déjà, il y a des petites nuances. Hein. Mais ce qui est vachement plus intéressant, c'est quand une linguiste qui s'appelle Laporte fait le lien entre le mot travail et le mot travel, en anglais le voyage. Ah, et là, moi, ce qu'elle me raconte, ça me parle. Elle nous dit, mais en fait, le travail, si on l'envisageait comme ce mouvement-là, cette mise en mouvement qui fait que je suis qui je suis à un moment T. Voilà. Et puis je me mets en mouvement, je me mets à travailler, et ben je me mets à voyager. Qu'est-ce qui se passe? Je vais à la rencontre de l'autre, j'apprends des choses pendant mon voyage, je me confronte à des difficultés et j'apprends avec les autres à résoudre cette difficulté. Et puis quand je m'arrête là un petit peu au moment T plus 1, je suis moi, nourrie de tout ça, nourrie de toutes ces rencontres, de tous ces apprentissages, j'ai changé, j'ai vécu, je me suis nourrie. C'est quand même plus sympa que se lever tous les matins en se disant putain, on est là pour en chier. Moi, ça me plaît, moi, le voyage, là. Et j'ai l'impression qu'avec le réseau repas, j'ai touché à des trucs comme ça. Voilà. Bon. Ben, ça, c'était l'intro. Ça va ? Ça veut dire qu'on va être encore à peu près 1 heure ensemble. Ça devrait bien se passer. Si je fais bien mon taf, vous n'allez pas le sentir passer. Ok ? Alors juste, moi j'ai peur que vous ayez froid. Ça va? Tout le monde est bien? Petite couverture, tout ça. Si à certains moments vous avez envie de vous lever, de vous frictionner les uns les autres même, ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Ou de changer de place. Moi-même j'ai froid, je vais peut-être un peu bouger. On va plus rigoler avec l'accordéon par exemple. Les droits froids, ça va être magnifique. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre. Bon, on y va? On y va, allez. Alors, comment commencer? Une manière que j'ai trouvée pour commencer, c'est de me lancer un défi. Je me lance un défi qui est le suivant. Je vais vous expliquer de manière extrêmement précise la naissance du capitalisme et du salariat en moins de 3 minutes. Ça va? Vous vous sentez prêts? 1 minute? Oh putain. Allez, on y va. On est en Angleterre, 17e siècle. On a un petit paysan. Il a 3-4 moutons. Il a un petit potager. Il est dans ce qu'on appelle une économie de subsistance. Il a construit sa petite cabane, sa petite maison. C'est pas la folie, hein. Mais cette économie de subsistance lui donne de quoi vivre, de quoi se nourrir. Il est installé sur les terrains dévolus à l'usage collectif. Et donc, voilà, il fait sa vie en Angleterre. Pendant ce temps, pendant qu'il fait sa vie en Angleterre, dis donc, il y a des navires au sud de l'Europe qui rentrent des Amériques chargés d'or, de richesses. Et donc, cet or, cette richesse qui appartient à des nobles, hein, dans toute l'Europe, qui ont mis de l'argent dans tout ça, dans ces conquêtes, et ben eux, ils vont vouloir le dépenser. Ils vont vouloir le dépenser, ils vont vouloir des beaux habits, des beaux tissus, parce qu'ils ont envie que ça se voit. Et là, dis donc, ben, c'est le moment où on fabrique du textile en Angleterre. On va mettre un peu plus de moutons. Et les terrains dévolus à l'usage collectif, les grands propriétaires terriens, ils vont en acheter de plus en plus. On va mettre de plus en plus de moutons. Ça correspond au moment aussi où on va mécaniser les usines. Il y a les premières usines textiles en Angleterre, on va les mécaniser. Il va y avoir la machine à vapeur qui va arriver. Tout. Et le petit paysan, on va le pousser
on va le pousser parce qu'on a besoin de tout ce terrain. Et on va mettre de plus en plus de moutons. Et on va le pousser tant et si bien qu'on va lui dire, écoute, là maintenant, tu commences vraiment à nous gonfler là, dans la zone rurale. Va donc faire un tour en ville. Déjà, tu vas nous libérer l'espace, puis en plus, ça tombe bien, ils embauchent dans les usines, et tu vas aller vendre ta force de travail contre un salaire. Voilà. 3 minutes, on a parlé de la naissance du capitalisme, qui est quoi? Qui est vraiment l'opposition de classes, des classes riches qui ont vraiment besoin de dépenser leur argent, des classes très pauvres qui vont vendre leur force de travail, et la naissance du salariat avec très vite ce lien de subordination entre celui qui propose du travail et celui qui va vendre ses bras. Au tout début, ceux qui vendaient leur force de travail, ils se disaient on est dans de l'égalité, moi je vends ma force de travail et on me donne un salaire. Mais ça marche quand on est en nombre égal. Ce qu'on n'avait pas pensé tout de suite, c'est qu'il y a des milliers de gens qui vendent leur force de travail. Lien de subordination. Et donc, le capitalisme naît de ça, le salariat, et derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des siècles qui vont marquer l'évolution du salariat. Est-ce que vous savez quelles sont les grandes innovations qui vont marquer la révolution industrielle? La machine à vapeur. Il y en a plein, hein? L'électricité, le train. Il y a toujours quelque chose qu'on oublie, que tout le monde oublie parce que c'est tellement intégré en nous, dans notre corps, dans notre quotidien, qu'on a oublié que ça fait partie aussi c'est un élément essentiel de la révolution industrielle. Les usines, quelque chose qui fait partie de notre quotidien, de notre vie, à chacun, individuellement. Autre chose encore, c'est... L'hygiène. Au réveil, c'est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le téléphone? L'heure, l'horloge. L'horloge, le rapport au temps. En fait, le système capitaliste, il va de pair avec un système temporaire bien spécifique. En fait, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus. Il s'appelle Edward P. Thompson, et il a écrit un livre qui s'appelle « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel ». En fait, le capitalisme, il a besoin de discipline. Et la discipline, c'est quoi? C'est l'heure, c'est arriver à l'heure, partir à l'heure. C'est l'heure qui correspond au temps de fonctionnement des machines. Et l'entrée des ouvriers dans les usines, c'est le moment aussi où on va savoir réduire la taille des horloges monumentales pour les faire rentrer à l'usine. Quand vous voyez des photos très anciennes avec des grandes horloges dans les ateliers, c'est pour bien faire comprendre qu'il faut se soumettre à ce temps-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, il faut se rendre compte que les rythmes ont véritablement changé avec le capitalisme industriel. Comment on travaillait avant l'usine? Dans ce livre, Thompson, il parle des rythmes de travail d'un tisserand fermier. Donc déjà, vous voyez, on n'est pas dans la monoactivité. Avant le capitalisme industriel, on est dans de la pluriactivité. Et on va voir combien les activités des gens et les rythmes sont variés. Et comment c'est riche. En fait, le capitalisme, quand même, ça appauvrit vachement l'humain, quoi. On le voit là, il dit... Le journal d'un tisserand fermier, donc on est en 1782. En octobre 1782, outre son métier de tisserand, il est encore employé aux moissons et au battage. Alors il est écrit, le 14 octobre, il livre sa pièce achevée et ne tisse donc que 4 verges 3 quarts. Le 23, il travaille à l'extérieur jusqu'à 15 heures, et puis il rapièce son habit dans la soirée. Le 24 décembre, il dit, j'ai tissé 2 verges avant 11 heures, j'ai fait le tas de charbon, balayé le plafond et les murs de la cuisine, j'ai épandu le fumier jusqu'à 10 heures du soir. Il dit, le 25 janvier, il tisse 2 verges, se rend au village voisin, s'acquitte de menus travaux autour et dans la cour, écrit une lettre dans la soirée. Entre autres occupations, il effectue des livraisons à façon avec une charrette à cheval, ramasse des cerises,
aide à la construction de la digue d'un moulin, participe à une réunion chez les baptistes et assiste à une pendaison publique. C'est riche quand même. Voilà, c'est varié en tout cas. Bon, ça c'est avant de rentrer dans l'usine. Et quand les travailleurs entrent à l'usine, première génération, alors ça c'est un super passage, c'est pareil, c'est dans le règlement intérieur de la fonderie Crollet, c'est un alinéa qui a été ajouté à ce règlement par le patron. Il écrit la chose suivante. Vous allez voir combien le temps est un enjeu, et on a oublié ça. Il est écrit ceci dans ce règlement. Ayant été informé que certains employés ont été assez malhonnêtes pour régler l'heure de la cloche de sortie sur l'horloge qui avançait le plus, et l'heure de la cloche d'entrée sur l'horloge qui retardait le plus, et que ces deux sinistres traîtres de Fowell et Skellern, qui doivent être les contremaîtres, les ont sciemment laissés faire, j'ordonne par la présente que personne, sous aucun prétexte, ne tienne compte d'aucune horloge, cloche, montre ou cadran, autre que l'horloge du contremaître, qui ne sera elle-même réglée que par son dépositaire officiel. Le temps, c'est la discipline. L'horlogerie mécanique, vraiment, se développe à partir de la naissance du capitalisme industriel. Et on va voir que les grands changements de la mesure du temps accompagnent le système capitaliste. C'est quand même merveilleux, ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc, on va faire rentrer ces travailleurs. Vous voyez, ils négocient. La première négociation, c'est ça, c'est de jouer avec le temps, de savoir à qui il appartient. Très vite, c'est défini, il appartient au patron. La deuxième génération, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va négocier autrement, elle va dire, OK, le temps, il vous appartient, mais nous, on va négocier combien de temps on travaille par jour. Et ça va être les premières luttes sociales, les premiers acquis aussi, ce qu'on pourra appeler les conquis sociaux. En fait, ce qui va se passer au 19e, c'est un siècle quasiment de révolte. En fait, les travailleurs ne sont pas du tout écoutés pendant un siècle. C'est des gens dont on a peur. Les patrons en ont peur. Donc dès qu'ils se révoltent, ils sont repoussés. C'est l'armée qui a appelé, c'est vraiment, on tue les travailleurs en fait. Et puis, c'est au 20e seulement que la négociation va se mettre en place. Je vous ai dit tout à l'heure que le système capitaliste, il met en place des rapports de subordination entre celui qui propose le travail et celui qui vend sa force de travail. Et qu'est-ce que c'est qu'un acquis social ? Eh bien, en fait, c'est lorsque l'État arbitre pour rééquilibrer ce déséquilibre initial. Quand l'État octroie des droits à des travailleurs, c'est qu'il prend la mesure que le rapport est inégalitaire et donc arbitre pour les salariés. Et donc cet arbitrage, ça donne plus d'un siècle de lois. Alors, si on visualise, ça fait à peu près tout ça de lois. Je ne vais pas tout lire en détail. Je vous donne quelques grands points des conquis sociaux. Ce ne sont pas des acquis. Les mots sont importants. Les conquis sociaux, il a fallu se battre pour que l'État octroie ces droits. Ils ne sont pas des avantages, mais des droits. La toute première loi, elle concerne l'interdiction du travail des enfants, en 1841. En 1848, la journée de travail de 12 heures. Loi sur la journée de travail, 12 heures dans les ateliers mécanisés. En 1884, première loi autorisant les syndicats. 1906, première loi autorisant un jour de repos hebdomadaire. Est-ce que vous savez d'où est né ce jour de repos hebdomadaire? Comment il a été conquis? Il a fallu en fait des accidents énormes dans les mines en Lorraine, qu'il y ait plus de 1000 mineurs morts au fond des mines, et que l'État ne fasse pas son travail de sauvetage, et dans la négociation octroie un jour de repos par semaine. Avant ça, le travailleur travaillait tous les jours. En 1910, première loi sur les retraites. Alors la loi sur les retraites, c'est pareil, c'est pas des cadeaux, hein. C'est pas parce qu'on estime qu'un
un vieux, il a le droit à du repos. Non, c'est pour fixer les salariés. Avant, on est quand même dans le plein emploi. Et donc, quelqu'un qui en a marre d'une entreprise, il va aller voir ailleurs. On peut fixer ces salariés en leur offrant la retraite, l'habitat. Hein. Souvent, on a des maisons ouvrières qui sont proposées pour fixer le personnel, parce que ça coûte de l'argent de reformer à chaque fois des gens. 1936, le Front populaire, avec l'augmentation générale des salaires, les 2 semaines de congés payés, la loi sur les conventions collectives, et puis en 58, première loi sur les assédiques, en 73, première loi sur le contrôle des licenciements. Et puis, on continue. Alors aujourd'hui, c'est plus des lois, c'est des ordonnances. Et ces ordonnances, elles ont changé de mode d'arbitrage. On va y revenir après, mais on n'arbitre plus dans le sens des salariés. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Donc 2 siècles des acquis, des conquis sociaux qui font vraiment le socle du capitalisme industriel classique. Des gens qui se sont battus. Alors, je vous ai dit que j'avais fait une thèse, mais je ne vous ai pas dit sur quoi. Alors, je vais vous dire le titre de ma thèse, parce que c'est toujours un petit peu bling-bling. Puisqu'un titre de thèse, c'est pour faire croire qu'on est intelligent. Donc, en général, on utilise des mots qui ne veulent rien dire. Alors, la mienne, c'est pas pire. Mais c'est quoi approche socio-anthropologique d'une reconversion industrielle, 2 points, de l'horlogerie au microtechnique à Besançon. Bon, ça veut juste dire que j'ai étudié le système industriel horloger qui s'est développé à Besançon, là d'où je viens, pendant 2 siècles, et comment il s'est transformé dans les années 70 pour donner une nouvelle activité, une autre organisation. Ce qui fait que, dans le cadre de cette thèse, j'ai eu la chance de rencontrer ce qui est aujourd'hui pour moi des représentants du capitalisme industriel d'avant les années 70, des choses qu'on n'a pas connues en fait. Moi j'ai 40 ans, des gens en fait qui parlent du travail d'une manière complètement, pour ma génération et j'imagine pour la vôtre encore plus, de façon complètement incroyable. J'ai donc, dans le cadre de cette thèse, rencontré énormément de travailleurs, d'ouvriers du système capitaliste industriel. Premier horloger que je vais rencontrer dans le cadre de mes recherches, évidemment, accueil, café, tarte, on s'installe. Et là, on commence à parler de son travail. Donc c'est un petit papy, il a 70 ans. Je lui dis alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre vie professionnelle? Première phrase. J'ai aimé l'usine. J'ai aimé l'usine. Il me dit, d'accord, moi, je vous ai dit que moi, l'usine, j'y étais à ce moment-là. Donc le mot aimer, je le trouve un petit peu violent, là. Je le trouve un petit peu fort. Ok, vous avez aimé l'usine. Alors expliquez-moi un petit peu. Il me dit, j'ai aimé l'usine. D'abord parce que j'y avais mes amis. Mes amis, pas mes collègues, pas mes camarades. Alors les camarades, si, quand ils me parlent du syndicat, il y avait du monde. Mais mes amis, ça il y a un truc, quoi. Il y a l'amitié, il y a le collectif, il y a le syndicat. Il y a la force du groupe. Quand ils parlent, il y a une conscience d'appartenir à un corps de métier. Des gens qui se complètent, qui s'entraident pour fabriquer un objet. Et alors ça, c'est un autre élément hyper fort de son discours qui me met de la distance, qui fait que je ne comprends pas. C'est le rapport à l'objet qu'il a. Cette identification à l'objet, cette capacité de dire, mais d'abord un horloger ne peut pas vous parler d'une montre sans aller vous en chercher une, l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans une horlogerie, dans une montre mécanique, il y a 120 pièces. Et donc là, il vous fait la démonstration, quoi. Il vous dit, vous vous rendez compte, dans cet objet, 120 pièces qui tiennent là-dedans. Et vous entendez là le tic-tac? Ça, c'est un cœur qui bat, ça. Ah non, mais c'est des poètes, les horlogers.
C'est un cœur qui bat et il vous dit, c'est nous qui insufflons ce cœur qui bat dans cet objet. Alors j'ai cru être tombée effectivement sur un poète, mais c'est pas ça. Il n'y a pas un poète dans ce milieu, dans ces milieux professionnels. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des mythologies de métiers. Chaque métier se raconte une histoire collective, et tout le monde se reconnaît dans cette histoire. Les petites mains aux ingénieurs, aux cadres, tout le monde se raconte qu'un horloger, ça met la vie dans une montre. Et c'est ce mythe qui donne du sens aussi, un sens quasi spirituel en fait au métier, des choses qui sont loin de ce qu'on connaît. Le collectif, l'objet, le rapport au territoire. Quand je rencontrais ces horlogers, ils me parlaient de Besançon, capitale de l'horlogerie française. Ça, c'était, alors ça fait un petit peu main sur le cœur, mais ce qui est important, c'est de vous dire que c'est des personnes pour qui c'est important d'identifier son territoire. De dire ce que je fais, mon activité, marque un territoire, dit qui il est, lui donne une identité. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains endroits un peu... moi, j'ai vu des endroits où il y a des entreprises alternatives qui marquent des territoires, qui marquent tout un ensemble, parce que l'entreprise, dans sa façon de faire, va générer un type de commerce, un type d'éducation. C'était ça à une échelle plus grande, mais cette identité qui va marquer un territoire. Et ça, c'était puissant. Donc dans tout ça, ils se reconnaissaient. Bon, je trouvais que c'était éloigné de ce que moi je connaissais. Ça l'était d'autant plus quand j'ai rencontré les horlogères. Alors là, les horlogères, je me sentais déjà un petit peu loin des horlogers, mais alors là, pareil, je vais voir mes petites mamies, accueil au top. La première aussi me dit « Qu'est-ce qu'on a rigolé à l'usine ?» Ah ouais? Moi, je rigole pas, moi, quand je vais à l'usine. Qu'est-ce qu'on a rigolé à l'usine? Expliquez-moi ça. Alors, elle ne m'explique pas juste ce qu'elle fait à l'usine, elle m'explique déjà son parcours. Et son parcours, il est bien éloigné du mien. Son parcours, en fait, c'est ces femmes qui ont travaillé dans les usines dans les années 60. Ce sont des femmes qui viennent du monde rural, qui viennent des petits patelins autour de Besançon. Et en fait, elles sont dans des familles, des grosses familles, paysannes, et donc elles pensent, à l'époque, que leur destin, ça va être d'épouser un paysan, le voisin, ou du bled d'à côté. Elles savent que du coup, il y en a que ça ne fait pas triper. En plus, quand on est femme de paysan, on n'a pas de salaire. Donc ça veut dire qu'on se soumet au choix de son mari en termes de gestion économique. Et tout à coup, on a des entreprises qui viennent de la ville, qui affrètent des bus et qui vont chercher ces jeunes filles. À l'époque, elles ont 17, 18, 19 ans. Ils vont les chercher en bus et ils leur disent « Écoutez, c'est bien simple, on vient vous chercher tous les matins, on vous ramène tous les soirs. Vous allez travailler dans les usines, c'est des grandes unités de production, vous allez être des centaines de jeunes nanas à produire des montres et on va vous donner un salaire. » Ah tu m'étonnes qu'elle s'éclate à l'usine. Hein, entre ce qui était prévu, puis tout d'un coup, ce qui peut se passer. Parce qu'après, c'est pareil. Dans le rapport de couple, elles se marient, mais elles ramènent un salaire. C'est plus la même. Premier élément, leur parcours. Et là, pareil, elles me disent, mais à l'atelier, mais c'était la folie, quoi. On était des centaines, c'était des grandes unités de production. Donc, d'abord, le poids face au contremaître, il est là. C'est des petites mains, c'est pas l'éclate, c'est pas des métiers très intéressants, mais elles vous disent toute la capacité qu'elles ont à mettre de l'ingéniosité là où on ne voit que de la routine. Elles me disent, mais en fait, on était sur des chaînes de montage, mais ce qui comptait à l'époque, c'était pas de répéter toujours le même geste, ça, tout le monde sait le faire, mais on avait
à cœur de chercher comment améliorer, comment apporter une touche d'ingéniosité, soit pour que ça soit un peu moins compliqué à faire, tel geste, soit pour se simplifier la vie aussi. Hein, il y en a une, elle me raconte, elle est sur l'atelier, elle est la seule, personne n'a ça, mais personne n'a vu, elle a un petit tiroir, elle, sous son établi. Et elle dit, alors moi, j'avais mon petit tiroir, ce qui fait que quand les réveils la passaient sur la chaîne, moi j'en faisais un petit peu d'avance. Et puis j'en mettais dans mon tiroir. Comme ça, quand ça speedait un petit peu, oh là là, moi je me stressais pas, je sortais mes petits réveils. Et puis quand une copine avait un problème sur la chaîne, eh ben, on pouvait remettre ses réveils, ça ne faisait pas perdre de temps, et on pouvait aller lui donner la main. Donc toute cette ingéniosité, c'est ça en fait le travail humain. Le travail humain, personne n'est fait enfin sinon on met des robots, personne n'est fait pour répéter la même tâche. Par contre, amener une touche d'ingéniosité, amener la petite chose qui va faire que, ça, les travailleurs, c'était ça qu'ils cherchaient à faire. Et puis, il y avait autre chose qui était important pour elles, et pour les hommes aussi, c'était l'ambiance. Les ouvriers, Michel Verret a écrit sur les ouvriers. C'est un très très bon auteur, parce que c'est très poétique ce qu'il écrit, sur la classe ouvrière. Et lui, il dit, les ouvriers, ils cultivent les arts d'ambiance. Donc, ça chante dans les ateliers. Et puis, quand on veut sortir, on va danser. Donc, les femmes, quand elles me racontent l'usine, elles me racontent aussi quand elles allaient au bal. Elles me disent, mais nous, tous les samedis, on allait au bal. Alors, en plus, c'était capitalisme très paternaliste. Donc, souvent, c'est l'usine, c'est les différentes usines qui organisaient les bals. Et alors, les ouvrières, elles vous disent, il y en a certaines, elles disent, moi, j'étais au service qui peignait les petites aiguilles pour que ça soit fluorescent. Alors, à l'époque, c'était au radium qu'on faisait du fluorescent. Hein. Métaux lourds, on y va. Hein. Donc, elle mouillait le pinceau sur la langue, et puis elle peignait. Mais sauf que quand elles allaient au bal, elles prenaient un petit peu de radium, et elles se peinturluraient les ongles, elles se faisaient les paupières, et elles allaient guincher au baloche. Alors nous aussi, on va aller au baloche pour faire un petit hommage à Paulette, à Georgette. Alors, deux choses. Ça caille, ce qui fait que je ne sens plus mes doigts. Ça va être un peu compliqué, ça c'est une chose. Je pourrais vous dire que c'est la seule raison pour laquelle je vais jouer faux. C'est pas vrai. C'est-à-dire que l'autre raison, c'est que je ne joue pas très bien de l'accordéon. Mais c'est important d'en jouer quand même. On m'a dit, il n'y a pas très longtemps, une petite dame m'a dit « Vous avez bien raison de jouer, même si vous ne savez pas bien jouer, parce qu'il n'y a pas que ceux qui jouent très bien qui ont le droit de jouer devant les autres. » Je trouvais qu'elle n'avait pas tort. Donc, du coup, je décide de continuer. Alors, la dernière fois que j'ai joué, on m'a appelée Brigitte Fausse-Note. Je trouvais que c'était un petit peu dur, mais je vais essayer quand même. Voilà. Bon, puis si c'est trop dur, j'arrête. Puis on chante, ou je sais pas, on fait autre chose. Pardon, hein. Ça va, réchauffez-vous pendant ce temps aussi, vous, hein. Bougez un peu. Ça va? Allez, on y va. On va au bal. Ça va? Bon, ça c'était avant. Hein. Ça c'était avant les années 70.
symboliquement, allez, je vous pose la question, vous êtes tous tout jeunes là. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Alors ceux qui savent, vous dites pas, mais vous levez la main, tiens. Est-ce que ça dit quelque chose? Grand mouvement social 1973 Besançon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, pas beaucoup. Hein. Besançon 73, mouvement social. Allez-y, ceux qui savent. LIP. Ceux qui ne savaient pas, ils ne savaient vraiment pas. Alors, c'est normal. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et c'est là qu'il y a un gros problème dans notre système éducatif et tout ça. C'est pas possible qu'on ne transmette pas ça. Alors, on va en parler. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. En 73, on est à Besançon. LIP, c'est une très grosse usine d'horlogerie. Hein? Moi, je parle de ça, c'est ce que je connais. Alors, c'est la seule manufacture horlogère en France. C'est-à-dire, on y fabrique des montres, on fabrique les pièces et puis on les assemble. LIP, c'est une marque qui est très reconnue en France. Pratiquement tout le monde a sa LIP. C'est de la montre ordinaire, de la bonne qualité. 200 ans, elle a l'usine. Et en 73, l'usine, elle est confrontée, comme toute l'horlogerie, le système horloger, il est confronté à la crise du quartz. C'est l'émergence de l'horlogerie électronique. Petite parenthèse, je vous dis tout à l'heure que le système capitaliste, il va de pair avec les systèmes de mesure du temps. Bah tiens, c'est marrant, dans les années 70, c'est là que l'horlogerie électronique apparaît. C'est là qu'on a une grosse modification, qu'on a le capitalisme industriel qui passe au capitalisme financier. Hein, parce que pour qu'il y ait de la mondialisation et pour qu'il y ait toutes les transformations qu'on connaît, il faut que l'heure entre dans les machines. Donc le temps, il est vraiment partie prenante de ce système. Je ferme la parenthèse. On est chez LIP. LIP est en train de sombrer parce que, sombrer, on n'en est pas là, mais LIP se casse la figure parce qu'ils veulent essayer de faire de l'horlogerie à quartz, mais ça coûte une fortune, ça coûte beaucoup trop cher. Donc ils vont commencer à vendre, LIP, le patron, va commencer à vendre des parts. D'abord à ses cadres. Et puis, il est pris parce que pour financer la recherche de moteurs électroniques, il faut de l'argent. Donc il va vendre des parts à Ebochessa, qui est l'ancêtre de Swatch, du groupe Swatch. Bon, donc c'est pas des copains, hein, enfin, voilà, mais allez, c'est vraiment la galère, donc il leur fait confiance quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, LIP se fait avoir, hein, le patron se fait avoir. En fait, Ebochessa va racheter les parts jusqu'à devenir actionnaire majoritaire. Et là, eh bien, la proposition clairement des administrateurs d'Ebochessa, c'est on licencie, on démantèle. Les syndicats chez LIP, ça, c'est pas possible. En fait, les syndicats vont recevoir les administrateurs provisoires d'Ebochessa qui font cette proposition-là. Et parce que les syndicats sont persuadés qu'il y a quelque chose à faire avec cette usine, qu'elle est viable. Ils ont un projet, ils veulent vraiment proposer quelque chose. Donc, quand ils reçoivent les administrateurs, alors c'est là qu'on prend la mesure aussi de la coopération à l'époque, tous les travailleurs sont présents à cette réunion. Tout le monde est présent dans une immense salle. Par contre, la réunion se passe dans une pièce qui est sonorisée pour que tout le monde entende ce qui se passe. Et ce qui se dit donc dans cette salle de réunion, c'est que Ebochessa ne fera rien. Et là, les syndicats disent non, c'est pas possible. Si vous voulez, nous, on veut vraiment vous présenter un projet, donc on va vous séquestrer. Voilà. C'est comme ça pour se faire écouter. Bon. Séquestration, et puis il y a une pochette à un moment dans la soirée qui est ouverte, où les gens se rendent compte qu'il y a écrit des choses assez violentes, du style tant de personnes à dégager. Hein, c'est les pochettes des administrateurs. Donc ça fait monter la tension. Finalement, les administrateurs sont libérés dans la nuit parce qu'il y a de la violence qui monte et que les syndicats ne veulent pas de cette violence-là. Donc au milieu de la nuit, il n'y a plus d'administrateurs, mais
aucun travailleur ne veut quitter les lieux, en disant c'est pas possible, on ne laisse pas cette usine comme ça. La discussion se fait en Assemblée générale, il y a à peu près 800 travailleurs qui sont là. Première idée qui sort, c'est on ne peut plus négocier, on n'a plus de moyens de pression là. Il y a quelqu'un qui dit on pourrait avoir un moyen de pression, qu'est-ce qui les intéresse? C'est l'argent, le nerf de la guerre là. Nous, dans cette usine, il y a de l'argent puisqu'il y a des montres, et il y a des montres de luxe aussi. Il y en a pour des millions de francs là. Quand cette idée, elle sort, c'est scandale. C'est un scandale parce que la culture ouvrière intègre l'idée que l'objet qu'elle fabrique ne lui appartient pas. Donc l'utiliser, c'est une forme de vol. Mais très vite, ce qui se dit à cette réunion, c'est mais on vole qui? On vole quoi? On veut démanteler cette usine? Nous, on veut la sauver. C'est à nous ces montres. Et donc, le consensus se fait, tout le monde se met en mouvement, et pendant plus d'1 heure, tout le monde va charger des plaques et des plaques de montres dans les voitures pour aller les cacher dans des lieux aujourd'hui encore inconnus, pour certains, pas pour les anciens qui rigolent bien quand je dis ça, dans le Jura, qui me font « Oui, on ne savait pas ». Donc ils vont cacher ces montres et c'est le trésor de guerre. Ils vont pouvoir négocier. Ils vont pouvoir négocier avec les politiques. L'IP va vraiment vouloir faire passer à l'État que l'usine est viable. Et donc, il faut les soutenir. La négociation, ok, ils ont ce trésor de guerre. Mais quand même, très vite, au bout de 15 jours, ça s'essouffle. Comment on tient les troupes? Comment on maintient le fait que les gens viennent? On est en grève, là. Ça ne travaille plus. Et puis, il y a certains camarades de l'époque commencent à dire « Mais attendez, moi, là, je peux pas vivre sans rentrer de salaire, là. Enfin, j'ai une famille, j'ai des enfants. Comment on va faire ?» Et dans l'équipe, il y a des meneurs. Il y a un prêtre ouvrier qui s'appelle Ragnes, qui un soir va rencontrer Charles Piaget, qui est le leader CFDT, et il va lui dire « Écoute, pour mobiliser les troupes, Charles, moi j'ai une idée. » Il va lui soumettre son idée. Et Piaget, il va lui dire « Écoute, moi j'y crois, mais il faut que tu en parles à l'Assemblée générale. Il y a des AG tous les matins, avec les centaines de travailleurs qui restent là. » Et le matin, il va à l'Assemblée générale et il va soumettre sa proposition. Donc il monte sur l'estrade, et là, il harangue ses camarades, il leur dit « Camarades !» Alors, si moi je suis sur l'estrade, donc vous êtes libre. J'ai oublié de vous dire. Ok? C'est vous là. Vous êtes en pleine manif. Vous êtes en train de sauver cette usine. Ok? Ah! Voilà. Là, on a des camarades. On va le refaire. Attention. Camarades! Libre, c'est possible! On fabrique, on vend, on se paye! Ça, c'est classe. Ouais, ils proposent de l'autogestion, les gars, tout simplement. Et les filles aussi. Regardez, on m'a fait un petit cadeau il n'y a pas longtemps. Et c'est un petit jeune qui fait ça, c'est classe. C'est possible. On fabrique, on vend, on se paye. C'est mon mouchoir. Et ils font ça, les gens. Ils remettent les machines en route. Ils se mettent à refabriquer des montres. Ils les fabriquent, ils les vendent. Le samedi matin, ouverture de l'usine, et tous les copains, d'abord de Besançon, et le mouvement, il va faire du bruit dans toute la France. Donc, toute la France va se déplacer. Pendant 9 mois, il va durer ce mouvement. Pendant 9 mois, l'usine, elle est ouverte. C'est fini les portes fermées, c'est fini la hiérarchie descendante qui dit qui va où, qui entre où.
Tout est ouvert. Il y a des photos magnifiques chez LIP avec les enfants qui jouent dans les grandes allées, qui poussent les chariots, parce que la vie, elle se fait dans l'usine. Et donc vous avez les travailleurs, les camarades qui viennent le samedi matin, qui viennent acheter les montres fabriquées par les LIP. Aux yeux de l'État, ce sont des resellers. Vous imaginez, on va acheter les montres fabriquées par des copains, il n'y a pas de patron. Oh, le rêve. Et donc, 9 mois de mouvement comme ça, ils vont donc vendre les montres. L'été, ils vont descendre en 4L LIP, vendre des montres sur la plage. Vous imaginez ils se battent pour faire reconnaître ce mouvement. Et évidemment, alors vous imaginez, on est en 73. 68, ça a 5 ans. Il y a 5 ans que les choses n'ont pas donné ce que beaucoup espéraient. Et donc 5 ans après, vous avez un mouvement social qui prend une ampleur nationale, qui est reconnu au niveau du pays, où on dit il y a une usine de presque 1000 personnes qui tournent sans patron et qui marchent. Ils se sortent leur salaire eux-mêmes en liquide. Ils se font des grosses enveloppes. Ils ont même presque réussi à être à salaire égal. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais ils l'ont tenté. Bon, 9 mois. 9 mois de mouvement, ils vont gagner cette bataille, les LIP. Ils vont gagner cette bataille parce que le retentissement à l'échelle nationale est tellement fort. Il y a eu la plus grosse manif en 73 à Besançon, il y a eu 100 000 personnes pour une petite ville comme la nôtre, c'est-à-dire que la manif commençait au centre-ville, finissait dans la campagne. Il y avait les gens du Larzac, il y avait tout le Larzac, il y avait les usines Renault, il y avait tout ce qui était en mouvement qui s'était regroupé à Besançon en soutien. Donc les LIP, ils ont gagné cette bataille. L'État a soutenu la reprise de cette usine. Mais c'était céder une bataille pour leur faire perdre la guerre, puisqu'il y avait une conscience que le monde horloger était en crise, vraiment, la technologie avec le quartz. Et évidemment, les syndicats patronaux ne pouvaient pas laisser passer ça. Donc, on les a laissés reprendre, on a laissé la réouverture, la réembauche de tous les salariés. Mais dès que 2 ans après, LIP a eu des difficultés, l'État a véritablement détruit l'entreprise. C'était fini. Clairement, le Premier ministre avait dit à la radio, c'était Messmer à l'époque, LIP, c'est fini. LIP, c'est un symbole. À mes yeux, dans le travail que j'ai fait, c'est le symbole de la fin d'un monde, du système capitaliste industriel où des travailleurs, ensemble, se regroupent pour défendre leur outil de travail. C'est le moment, dans les années 70, où on bascule. C'est la mondialisation, c'est la tertiarisation. Je vous l'ai dit, c'est ce nouveau système de mesure du temps qui entre véritablement dans les machines. Un ordinateur, il a le temps en lui. Toutes les machines ont le temps en elles. Et donc, on a ces modifications profondes du système, et on passe du capitalisme industriel au capitalisme financier. Et donc, un nouvel arbitrage. Ce passage-là fait qu'au niveau des politiques, l'arbitrage ne se fait plus pour les salariés, mais pour l'économie, pour les entreprises. C'est ça le capitalisme financier. C'est quand les politiques se mettent à arbitrer du point de vue de l'économique. C'est la politique de Reagan, de Thatcher, et puis les héritiers, puis nous on en a un beau là en ce moment, lui, il y va. Capitalisme financier. Alors, vous le savez, le capitalisme déjà c'est la recherche du profit, ce capitalisme qui date des années 70-80, c'est le profit pour les actionnaire. Donc, le profit partout. On va vraiment en chercher partout, là. Et donc, il faut mettre en place des outils pour faire encore plus de profit.
Et l'outil merveilleux, alors qui existe depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais qu'on va vraiment développer depuis les années 70, c'est cette merveille qu'est le management. Le management. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit sur ce sujet, moi j'aime beaucoup ce qu'elle raconte, c'est Marianne Dujarier. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Le management désincarné ». Elle nous explique en fait dans ce livre clairement que en fait, le management repose sur 3 grands dispositifs, toujours les mêmes, et qu'on soit dans le public, dans le privé. Les 3 grands dispositifs du management sont les suivants, et vous en avez tous entendu parler. Le premier, on est bien d'accord que tout ça, c'est pour le contrôle du travail. Contrôler pour rendre toujours plus productif et rentable. Premier protocole, premier dispositif, faire remonter les chiffres. Si on veut contrôler le travail, il faut faire remonter les chiffres. Alors, faire remonter des chiffres, tout comptabiliser. Alors, quand je dis ça, par exemple, quand j'ai un public, beaucoup de travailleurs sociaux, ils sont là, ils n'en peuvent plus, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un travailleur social, il est en contact avec son public, quoi, je sais pas, 20% du temps. Sinon, il remplit des papiers, quoi. Il remplit des tableaux. Pareil, un truc assez affolant. Moi, je croyais bêtement que quand j'appelais, je ne sais pas où, une plateforme téléphonique et qu'on me disait « cet entretien est susceptible d'être enregistré », je croyais que c'était pour fliquer le travailleur. Déjà, du coup, j'avais pas envie que ça soit enregistré. Mais non, c'est encore plus tordu que ça, j'avais pas compris, moi. C'est que, en fait, la conversation est enregistrée pour être rentrée dans des programmes, dans des logiciels où des logarithmes calculent le nombre de fois où vous employez tel ou tel mot, de manière à ce que la prochaine fois qu'on vous appelle, on vous parle avec les mots qui vous touchent, vous. C'est ça, faire remonter des chiffres. On va compter combien de fois vous avez dit le mot téléphone, portable. C'est magique, ça. Premier dispositif. Deuxième dispositif, appliquer ou faire appliquer des protocoles. Ah oui, ça c'est comme ça qu'on contrôle le travail. Alors ça a plein de noms, protocole, processus, procédure, méthode, qualité. Alors là c'est pareil. Là quand vous dites ça devant le milieu hospitalier, ils sont là. Et à chaque fin de conférence, quand il y a des gens du milieu hospitalier, j'ai quelqu'un qui vient me dire « je quitte ce système, je n'en peux plus » de ces protocoles où il n'y a aucune place pour l'humain. Je dois laver, par exemple, une personne, eh bien, j'ai tant de temps pour faire ça, pour la savonner, j'ai tant de temps pour l'essuyer, j'ai pas 1 minute pour lui parler. Non, ça n'a pas d'importance. Voilà. Deuxième, donc, dispositif. Le troisième dispositif du management, alors celui-là, il est magique et magnifique, c'est le dispositif d'enrôlement, c'est-à-dire la construction d'un discours qui fait que faire remonter des chiffres et appliquer des protocoles, c'est l'objectif du travailleur et c'est ça qui va le rendre heureux. Donc les cadres, souvent, sont formés dans le cadre de colloques pour intégrer ce discours faisant que faire remonter des chiffres et appliquer les protocoles, c'est ça notre bonheur, c'est ça le bonheur de l'humain. Alors, clairement, ce discours, Marianne Dujarier, elle l'a résumé. Et moi, je trouve que tous les mots du système sont là. Je vais vous le lire, tiens. Elle écrit « Ces discours sont remarquablement similaires d'un milieu de travail à un autre, comme s'ils relevaient d'une sorte de script langagier managérial. De manière identique, ils insistent sur la nécessité vitale pour l'organisation de s'adapter à un environnement décrit comme menaçant. L'entreprise ou le service public doivent être performants, soit pour combattre la concurrence, soit pour réduire les déficits publics dans une période dite de crise. L'organisation doit anticiper, s'adapter, changer, innover, atteindre le succès. Ici, la menace de transformation des emplois par délocalisation, externalisation, privatisation pointe explicitement. Ces discours se font ensuite porteurs de promesses d'intérêts matériels et moraux. Les finalités poursuivies seraient bénéfiques pour tous.
Outre des carrières et des primes pour ceux qui coopèrent, les professionnels pourraient y rencontrer des défis passionnants et des occasions de développement de leurs compétences, de leur autonomie, de leur employabilité et même de leur personnalité. Un développement personnel par le management, c'est formidable. Les clients, les citoyens seront mieux servis. Le travail sera également plus intéressant, notamment grâce à l'automatisation de certaines tâches répétitives et pénibles. L'actionnaire sera rassuré. L'État renforcé. Enfin, le ton se fait plus dur et réaliste en informant des risques et sanctions individuelles qu'encourent ceux qui s'opposeraient à ces changements à la fois nécessaires et heureux. Hein, on ne discute pas. D'accord ? Bon, c'est ça, aujourd'hui, le système du management. Alors, ça touche tous les milieux. Ça touche tout le monde. Personne n'est sorti de ça. Je vais vous dire à quel point. Moi, je fais une conférence gesticulée, je fais partie de la Fédération française des conférenciers gesticulants. Eh bien, on nous donne des objectifs de rentabilité, clairement. Il ne faut pas croire que l'éducation populaire n'est pas soumise à ça, c'est-à-dire que nous, on a dans l'obligation d'être rentable. Ce qui fait, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Eh bien, vous croyez que vous êtes venu comme ça, tranquillement, à une conférence gesticulée, librement. Bon, c'est tout faux. Hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous ne le savez pas, mais moi, avant de venir ici, j'ai reçu votre CV en tant que public. Et pour être vraiment dans la logique de rentabilité, je dois vérifier si vous êtes un bon public, et donc je dois faire un entretien d'embauche. Je dois voir si vous êtes un public recrutable, voilà, clairement. Donc je vous le dis, moi j'ai pas le choix, hein. Donc on va le faire, cet entretien, ça va nous prendre 5 minutes, mais comme quoi, on est quand même dans un drôle de monde, hein. Alors, moi, j'ai reçu votre CV, hein, je vous le dis. CV collectif, donc, en tant que public. Bon, je reprends. Hein. Alors, je vois qu'il y a des choses intéressantes, hein, clairement. Je vois que vous avez déjà de l'expérience en tant que public. Hein. Voilà, donc ça, c'est bien, déjà, c'est important. Est-ce que vous pouvez me citer dans quel festival vous avez déjà cette expérience ? Carnaval humanitaire. Très bien. Là, je note parce que c'est très bien. C'est des petits jeunes qui font des trucs sans sas. Quoi d'autre ? Aurillac ? Gypsy. Alors, très bien, Gypsy. Ça se passe où ? Comment c'est ? La Croix-Rousse, à Lyon. Très bien. C'est un petit peu punk, comment ça... Moi j'aime bien quand c'est punk, moi. Voilà. Ouais, c'est bien à gauche. Bon. Très bien, je prends. Moi j'ai eu l'autre fois le Fouilla Fest. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Très bien. Est-ce qu'on a un petit peu d'expérience en tant que public de conférences gesticulées ? Bitumer des plumes, très bien. Alors là, c'est... Hein ? Je ne connais pas, mais c'est très bien. Je sens que c'est très bien. Expérience de conférencier gesticulant. Conférence gesticulée, vous en avez déjà vu ? Franck Lepage, très bien. On cite Franck Lepage systématiquement. Hein, on le met dans la conversation, on dit qu'on le connaît, c'est très bien. Bravo, très bien. Alors, pour ceux qui... Oh, excusez-moi, voilà, j'ai pas l'habitude. Pour ceux qui n'ont pas cette expérience, est-ce que vous êtes prêts à vous former ? Oui, très bien, on dit oui. Hein. En entretien d'embauche, on dit oui. On veut se former, on a la gagne, on le veut, on a un bon public. Hein. Ok, très bien. Alors, très bien.
Bon, moi pour l'instant c'est bien, hein, je prends voilà, ça me va. Alors, entretien d'embauche, j'ai besoin de connaître vos 2 qualités, 2 défauts. Allez, comme ça, vos 2 qualités, perfectionniste, de gauche et de gauche. Ah, j'aime bien. Alors, bon, allez, on dit de gauche, allez. Attentif, bien ça. Curieux, humain, sympathique, humanitaire. J'avais dit 2. Hein. Donc, l'humilité, bon, hein. Ok. Et vos 2 défauts, humilité. Ah ben non, attendez, moi on m'a dit qu'il y avait des ingénieurs ici. Donc vous avez appris en école d'ingénieur 2 qualités, 2 défauts, c'est que 2 qualités. Hein, donc on est bien d'accord, c'est perfectionniste, il est beau celui-là. Un défaut, je suis perfectionniste, ça me pourrit la vie. Autre défaut, impatient, ah ouais, il est bien aussi celui-là. Je suis impatient. Voilà, addict du travail, il est bien aussi. Je suis addict. Super. Super. Bon, écoutez, là, je pense qu'on a quand même un public, là, c'est haut de gamme, quoi. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'ai d'autres publics à voir. Évidemment. Donc, je vais les rencontrer. Si vous n'avez pas de nouvelles sous 15 jours, c'est que c'est mort, mais ne m'appelez pas. Voilà. Mais je vous mets sur le haut du... Hein. Simplement, alors, je vais finir là-dessus. Je ne suis pas coach, tout ça, hein, à un moment donné, mais c'est pour vous. Si vous refaites ce type d'entretien à l'occasion, je ne vise personne, je ne regarde personne. Mais au niveau vestimentaire, il faut faire un petit effort. Et j'ajouterai, pour certains, et je ne regarde toujours personne, au niveau capillaire. Ça, c'est... Enfin, voilà, hein. Les dreads et compagnie, ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, écoutez, c'était un bon entretien. Alors, je précise, parce qu'on m'a déjà fait le coup, il n'y a pas de Fédération française des conférenciers gesticulants. C'est une grosse blague. On ne me demande pas de faire des entretiens d'embauche, c'est faux, ça n'existe pas. Hein, parce qu'on est déjà venu me voir à la fin en me disant « C'est quand même dingue, hein. C'est quand même fou, hein. On est dans un monde... Donc non, hein, on oublie, c'est une blague. C'est pour en rigoler. Parce que quand même, c'est quand même pas très glorieux. Ça va? Ça caille, hein. Attendez, c'est gelé. Je bois un petit coup et puis on continue. Ça va? Alors, j'ai un bel accent du Jura des fois. Alors, on y va ou quoi? Attendez, je me mouche. Bon, là, on a rigolé un petit peu, mais quand même, c'est vachement pathétique, quoi. Capitalisme financier. Tout à l'heure, là, j'ai pas entendu, moi, ce qu'il disait sur YouTube, ça a l'air trop bien. Mais en tout cas, j'ai entendu qu'il parlait de la notion de flexibilité. Moi, je vais vous parler aussi de la notion de flexibilité. Je vais vous dire concrètement ce que ça donne. Parce qu'il y a la flexibilité sur le marché de l'emploi. Hein, vous avez vu, ça peut donner ça. Hein. Je fais ça, après je fais ça, je vends des croissants, j'écris des livres. Mais la flexibilité, ça va plus loin, ça va dans l'entreprise. La flexibilité, elle va jusque dans les ateliers. Aujourd'hui, dans un système de production, il faut que les ateliers soient flexibles pour être toujours plus rentables. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai travaillé dans une usine qui fabrique des luminaires automobiles. Et donc, j'ai vu ce que ça donnait, la flexibilité. Cette usine, donc, elle a
elle a son siège en Espagne et elle a un centre de production à Besançon, un centre de production en Roumanie, un centre de production en Chine. C'est la même unité, c'est la même entreprise. Pourquoi elle est organisée comme ça? Eh bien, je vous l'ai dit, Besançon est une capitale horlogère, enfin a été, donc maîtrise des compétences en termes de savoir microtechnique. Donc pour fabriquer ces luminaires automobiles, il faut des gens qui ont des compétences. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils créent une ligne pour fabriquer une pièce, par exemple un phare. Ils vont créer cette ligne et pendant 1 an et demi, ils vont la tester à Besançon. Avec du personnel en intérim. Ben oui, c'est qu'1 an et demi. On ne va pas les embaucher en CDI quand même. Et puis on va prendre des femmes, tiens, c'est pratique. Donc, 1 an et demi, 20 nanas qui vont tester une chaîne de montage. Donc, pendant 1 an et demi, il va se passer tout ce qui peut arriver pour fabriquer une pièce, quoi. Il va y avoir toujours plein de problèmes et on va résoudre les problèmes jusqu'à ce que, en gros, il n'y en ait plus. Et quand tout est réglé, la ligne, elle part, mais en entier, hein. Chaque machine part en Roumanie. Oui, parce que la main-d'œuvre est bien moins chère, enfin, coûte bien moins cher, parce que ça coûte, hein. Un travailleur, ça coûte. Waouh! Oh là là! Oh, trop bien. Merci beaucoup. Déjà pour me réchauffer les mains. Merci beaucoup. Et donc cette ligne, elle part en Roumanie, une fois qu'elle a été testée et que tout va bien. Et bien, figurez-vous que quand je bossais là-bas, alors moi, je n'étais pas sur cette ligne. J'étais au service qualité, c'était passionnant, je triais des pièces, voilà. Mais pendant que j'étais là-bas, en intérim, j'ai vu le moment où ils ont envoyé la ligne en Roumanie. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Un jeudi matin, donc la ligne allait partir dans le week-end, hein, allait être transportée dans le week-end dans des camions pour démarrer le lundi en Roumanie. Le jeudi, un groupe de 20 nanas, des petites roumaines, sont arrivées dans l'usine, avec à leur tête un futur chef d'atelier. Et elles ont été postées derrière chaque poste de la chaîne de montage. Et donc, les nanas, les intérimaires françaises, qui allaient perdre leur boulot le vendredi soir, ont dû former les ouvrières roumaines. Évidemment, pas de prime ou quoi que ce soit. Faut déconner, non? Sans traducteur, sans baisse des cadences. Hein? Voilà, c'est ça, hein, aujourd'hui, la flexibilité. Un cadre qui forme un autre cadre, on va lui mettre des RTT, des dispos. Là, 20 nanas ne doivent pas baisser les cadences pour produire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, pendant que j'étais dans cette usine, le même jour ou le vendredi, je ne sais pas, il y a eu un incident. Je mets des guillemets. Quelqu'un a étalé sa merde sur les murs des toilettes de l'usine. Voilà. Et la chef d'atelier a eu la brillante idée de mettre un écriteau suite à cet incident où il était écrit « Quel être humain peut faire une chose pareille ?» Voilà, c'est ça l'humanité aujourd'hui dans une usine. Quel espace de parole on a donné à ces nanas? Rien. Zéro. Donc elles ne sont pas au baloche, elles sont au chômage. Donc pour elles, ça sera plutôt une valse triste.
quand il se passe des choses comme ça, là, en tout cas moi, quand je suis sortie de cette usine-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce système-là? C'est quoi ce marché du travail où on nous dit que c'est comme ça? Aujourd'hui, en fait, les lois du marché, le marché du travail, eh bien, répondent à des lois universelles. C'est ça qu'on nous dit. Hein. C'est comme la gravité ou, je sais pas, la pesanteur. Voilà. Mais en fait, faut arrêter là de nous prendre pour des lapins de 3 semaines. C'est quoi ça? Alors, j'ai lu un bouquin et il y a quelqu'un qui parle de ça. Je vais vous citer ce qu'elle dit, c'est Hannah Arendt. Elle écrit la chose suivante et on va voir comment on peut connecter les deux choses. La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telle. Personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées et qu'elles ne le sont pas que la fureur éclate. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué. Quand on considère que les lois sont des lois universelles, alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part consentir? Hein, c'est les théories du consentement. Hein, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le destin, c'est la vie. Donc, on consent. Dès lors qu'on peut penser que ce sont des lois instituées, que ce sont des personnes qui font ces choix-là, alors on peut envisager que derrière ça, il y a de l'injustice sociale. Et donc, l'injustice sociale, c'est ça qui nous met en colère. C'est ça qui nous permet de dire qu'on a cette colère. Et cette colère, on va l'exprimer. On va l'exprimer ou dans la rue, ou dans quelque chose, on va en faire quelque chose. C'est ça toute la différence entre considérer que les lois sont instituées ou qu'elles sont universelles. Et on baigne dans cette croyance collective de ces lois universelles. On n'y peut rien. Mais attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Moi, la première, quand la chaîne part en Roumanie et que je vois ce qui se passe, est-ce que je monte le bras levé sur ma table de tri en disant, je ne sais pas quoi, révolution, non, je ne fais pas ça. Parce que je suis toute seule, parce que j'ai pas un rond et que je suis en intérim, parce que il faut que j'en gagne, et que je me dis, si je dis quelque chose, demain j'ai plus de boulot. Puis j'ai la trouille en fait, dans la peur. Alors il y a quelqu'un qui va plus loin aussi que ce système-là. Hein. Donc on est pris dans ce système consentement, mis en place. Mais Christophe Dejour, il est où? Tiens, il a écrit ça. Christophe Dejour, Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale. Lui, il va plus loin, il nous dit il y a ce système de consentement dans lequel on baigne, et nous-mêmes, en tant qu'humains, on met en place nos propres systèmes de protection face à la souffrance. Hein? C'est tellement insupportable qu'on va mettre en place, de manière psychologique, des systèmes de résistance face à la souffrance, à la nôtre et à celle des autres. Clairement, j'ai commencé à faire des ateliers avec des personnes qui sont en burn-out ou en rupture professionnelle, mais jusqu'où on va, quoi? Jusqu'où on est prêt à aller dans le travail, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas plier, hein, qu'il faut aller au bout, qu'il faut tout donner. Et plus les gens ont peur de perdre ce travail, plus ils sont pris là-dedans. On a tous nos systèmes de protection. On va jusqu'au bout. Moi, j'ai mis en place des systèmes de protection pour enchaîner ces boulots.
pour accepter, en fait. Alors, mon système, je vais vous le donner parce que c'est marrant. Moi, j'avais mis en place un super système de protection. C'est que, d'abord, mon tempérament, on a des tempéraments, mon tempérament, quand même, c'est d'être quelqu'un qui s'adapte. C'est-à-dire, moi, je m'adapte. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait ce que je suis, un petit peu. Quelqu'un qui s'adapte. Donc, demandez-moi de vendre des croissants. Moi, ça me fera plaisir. Hein. Puis, demandez-moi d'aller faire des visites guidées. Pas de problème. Moi, je peux le faire. Et alors, en plus, je me rajoute un petit truc qui fait passer tout ça encore mieux. Hein, et à moi-même. Hein, c'est à moi que je raconte des trucs. Hein, c'est pas aux autres. Hein. C'est que tout ça, je le fais en tant que sociologue du travail. C'est quand même génial. Moi, je ne vais pas vendre des croissants, moi. Je suis en observation participante. Tu vois ? Donc, évidemment, les choses ne m'impactent pas. Mon patron, qui est abruti, mais raciste au possible. Ah non, mais moi, j'ai de la distance, moi. J'analyse. Est-ce que j'ai écrit un seul article sur les jobs que j'ai faits? Ben non, j'avais pas le temps. Je bossais en fait, pour manger. J'étais pas envoyée par le CNRS. Faut pas se raconter d'histoire. Donc voilà, ces systèmes, on en a tous. Après, en général, on en prend conscience quand on se fait mal, hein, quand on est allé au bout, quand les gens sont en burn-out, ou quand on a un peu de chance et qu'on rencontre les bonnes personnes. Des fois, on a des coups de bol, des gens qui nous ouvrent les yeux. Moi, j'avais déjà quitté la fac et tout, et puis j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a un peu aidé aussi à me regarder un peu plus en face. J'ai rencontré un petit clown, enfin une petite clown, une nana. Alors, je vous explique un petit peu comment je l'ai rencontrée. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le travail à la base, mais voilà. En fait, à un moment donné de ma vie, je m'intéressais à la question des soins palliatifs et de l'accompagnement fin de vie. Et donc, voilà, je voulais comprendre, apprendre des choses, et j'étais pas loin, enfin, ça faisait pas longtemps que j'avais quitté l'université, donc j'avais encore des vieux mécanismes, et donc je me dis, bon, pour comprendre des trucs là-dessus, je vais aller à un colloque. Je vais aller à un petit colloque à l'université de Limoges, tiens, j'étais par là-bas. Je vais aller à un colloque, rencontrer des grands universitaires, des grands professeurs qui vont m'expliquer la vie, la mort, pourquoi, comment. Et donc je vais à ce colloque. Alors il y avait des grands professeurs qui expliquaient qu'en gros la mort ne faisait pas partie de la vie, enfin je ne comprenais rien. Et milieu de matinée, il y a un espèce de lutin qui rentre par la porte de derrière, dans l'amphi, avec une robe à fleurs en 3D, là, des crocs vertes, des nattes, et elle arrive sur l'estrade. Et déjà, elle s'adresse au grand professeur, là, émérite, machin, et elle dit, déjà, elle les tutoie. Elle dit, bon alors toi, tu soignes les gens, c'est bien, mais moi aussi je soigne les gens. Et ce que tu fais, ça vaut pas plus que ce que je fais moi. On est complémentaires. Ok, d'accord. Donc, je me dis, bon, ok. La nana, elle ose. Et puis elle se fout à l'estrade, au pupitre, et elle dit, à votre avis, est-ce qu'il peut y avoir de la joie en fin de vie ? Ah ouais, d'accord, elle est culottée, la meuf. Ok, et elle nous explique. Elle nous explique ce qu'elle fait. Elle nous explique en fait qu'une émotion ne peut pas cohabiter avec une autre émotion. En fait, soit on est dans la joie, soit on est dans la colère, soit on est dans la tristesse, soit on est dans la peur. Mais quand on est dans deux à la fois, on est tiraillé, donc on n'est pas bien non plus.
Et elle nous dit en fait, si on pose la question de la joie en fin de vie, alors ça signifie que pour qu'elle soit là, cette joie, il faut qu'on ait évacué ces autres émotions qui peuvent y être à la place. Et souvent en fin de vie, les gens, soit ils ont peur, soit ils sont en colère, soit ils sont tristes, mais on peut les aider à exprimer ça et à laisser la place, pourquoi pas à la joie, en tout cas à toute la luminosité que la personne peut avoir quand ces émotions négatives ne prennent pas la place. Et là, franchement, quand cette nana dit ça, moi, ça me parle, ça me touche. Et je me dis, mais en fait, je ne me suis jamais posé la question de ce qu'était une émotion. Moi, je me suis toujours dit, ça va pas, basta, quoi. Et quand elle dit ça, ça me parle au point que je décide d'aller faire un stage avec elle. Elle propose des stages. Donc, je décide d'aller faire un stage avec elle. Et quand j'arrive, elle nous explique ce que c'est qu'un clown. Elle nous dit, mais un clown, ça n'est qu'un être d'émotion. Ça n'est qu'émotion. Et si vous voulez connecter avec votre clown, contacter votre clown, il faut aller dans vos émotions, il faut aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, ok, j'avoue que je fais un peu la maligne, moi, à ce stage, en me disant, pas de problème, je vais gérer, quoi. Et elle dit, non, mais vas-y, tu vas mettre ton nez, puis tu vas aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ok. Alors, d'abord, on respire. Puis il faut chercher dedans. Il faut chercher dedans comment on est, quoi. Moi, quand je cherche dedans, moi, je suis triste. Qu'est-ce que je suis triste? C'est pas très clown, triste comme ça. Pas très... Alors là, elle me dit, va voir sous la tristesse, souvent, il y a d'autres trucs. Ok. Très bien. Ouais, je commence à voir ce qu'il y a dessous, ouais. Ouais.
Parce que moi, ça fait peut-être un moment que je dis un petit peu oui à tout, là. Et que ça commence à me gonfler, mais putain, mais pourquoi je dis amen à tout ça, là? Hein? C'est ça, être gentil? Faut être gentil? Hein, c'est ça? Faut dire oui, oui, tu me donnes un travail, oui, oui, je le prends, moi. Ben oui, j'ai tellement peur. Moi, j'ai peur, moi. Mais putain, mais j'en ai ras le cul d'avoir la trouille. Tu te rends compte de ça? Ça suffit d'avoir peur. Ça suffit d'avoir peur, de décider avec la peur. Mais c'est pas moi, ça, c'est pas ma vie, ça. C'est parce que j'ai envie, moi. Je veux de l'envie, c'est ça que je veux. Je veux de l'envie, je veux pas de la peur, je veux pas... Alors, on va dire que ça suffit, là. Hein? Tout ça, là. Maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Oh, le truc de dingue. Et même que des fois, et souvent même, je vais dire non. Tu veux pas faire? Non. Ben non, je peux pas, excuse-moi, mais là, j'ai pas envie. Puis ça m'intéresse pas. Je vais même dire des fois, ben non, ça m'intéresse pas. Oh putain. Et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple, un truc de dingue, je crois que j'ai envie de faire une conférence gesticulée. Eh bien, je vais la faire. Je vais la faire pour dire, et si par hasard ça permet à d'autres de dire, putain, oh là c'est... Voilà. Ça fait du bien, tu vois, quand le truc là, alors attention, hein, pas magique, c'est encore... Mais merde, quoi, faut que ça sorte un petit coup, là. Hein, ça... Alors, ce petit clown, je ne l'ai pas rencontré n'importe quand, évidemment. Hein. C'est la vie que ça fait ça. C'est en plein quand je connectais aussi le réseau repas, dis donc. Et le réseau repas... je vous ai dit, hein, immersion des entreprises qui choisissent, qui prennent des décisions autrement, qui mettent l'humain à une autre hauteur, la santé de l'humain, c'est plus important que la santé de l'entreprise, et puis où les gens décident, où les gens sont responsables de leurs choix et les assument et les appliquent et vont au bout. Et donc... quand je rencontre ce clown, c'est le moment aussi où je fais des stages en entreprise. Et écoutez, je me retrouve dans une entreprise du réseau repas en stage qui fabrique des yourtes. Dis donc. Oh, déjà, c'était un petit peu loin du monde universitaire. Et me voilà, j'arrive dans cette boîte où donc... 10 personnes jeunes, dynamiques, motivées, fabriquent des yourtes. Et là, on me dit, écoute, ton stage, tu es là 5 semaines, tu vas fabriquer une couronne de yourtes. Alors là, clairement, je dis non. Je dis non, moi non. Enfin, pas un, évidemment... dirigé par ma peur, hein, pas dirigé par une envie, dirigé par ma peur, je dis non. Alors, moi, je suis une fille. On m'a toujours dit, tu ne t'approches pas des objets coupants et contondants. Donc là, ta scie radiale, moi, je ne m'approche pas. Alors, Joseph, qui travaille dans l'atelier, me dit... écoute, quand même, y a les sécurités, il y a tout ce qu'il faut, t'as pas de problème psychomoteur.
Il me dit, ça se dirige bien tout ça. Je dis oui, ça va. Il me dit, tu vas couper des planches. Je dis, non, mais moi j'ai jamais fait ça. Il me dit, pour faire cette couronne, tu vas commencer par couper des planches. Et il fout en route la scie, là, et vas-y, et oh putain, c'est trop bien. J'ai jamais fait ça, c'est trop bien. Et je coupe des planches, et je rabote mes planches, et là je colle, hein, on rabote tout ça, on ponce, on travaille, et je te vernis. Je te fais une couronne. Oh là là. Le truc, je grave mon prénom dedans. Et honnêtement, je pense que je suis plus fière de cette couronne de yourte que de ma thèse de doctorat. Mais ça a tellement de sens. Je finis ce stage et j'ai un bilan avec mon référent. On avait des référents dans les entreprises comme nous. Et donc, entretien en bilan. Et là, Clément, mon référent, m'emmène dans son bureau, c'est-à-dire le champ devant l'atelier, pose deux chaises, se met en face de moi et me dit alors, bilan, comment est-ce que tu vas ? Waouh ! On ne m'avait jamais posé cette question vraiment dans tous les jobs que j'ai faits là. Honnêtement. Enfin, en me donnant le temps et l'espace de répondre, évidemment. Je ne savais pas. Et on a tout décortiqué, comment j'allais, comment ça se passait avec mes collègues, comment je trouvais du sens dans ce que je faisais. Et j'ai trouvé que c'était ça. C'était ça dont j'avais besoin, c'était ça qui me parlait. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de façons de retrouver du sens dans le travail, de retrouver cette idée du voyage. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que je l'ai retrouvée par ce réseau. Je pense qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres formes. Je crois beaucoup en l'autogestion, mais on aura l'occasion peut-être d'en discuter. Voilà, je vais terminer cette conférence sur une petite parabole et puis une petite chanson, parce que c'est important de chanter. Et en fait, quand j'ai construit cette conf, quand j'ai revu un peu toute cette histoire du salariat, je me suis dit, mais en fait... Les ouvriers, là, les premiers ouvriers qu'on a fait rentrer dans l'usine avec l'horloge et tout ça, c'est un peu comme si on avait mis des oiseaux dans des grandes volières. Et puis plus on a avancé dans ce système capitaliste, là, plus il a fallu que ces oiseaux ils bougent plus. Hein. Donc on a commencé à couper les plumes pour que ça reste bien au sol, là. Puis avec le système capitaliste financier, là, on a tout coupé, là. On a coupé les becs, on a coupé les ailes. Et puis moi, quand je suis allée à la rencontre de ces entreprises alternatives, de ce réseau repas, de ces entreprises qui fonctionnent autrement, j'ai vu des oiseaux immenses. Des grands oiseaux, les ailes déployées, des plumes de toutes les couleurs. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'on nous enlève. On est tous ces oiseaux-là. On a tous cette puissance-là, ces ailes-là, cette possibilité, cette beauté-là. Et personne n'a le droit de nous enlever ça, de nous faire croire le contraire. Et évidemment, de couper nos ailes. C'est pour ça que cette conf, elle est là. Elle dit juste ça, qu'on est des beaux oiseaux. Et donc, on finit avec une chanson sur les oiseaux. Une chanson basque.
akeba keba niskio ne wi ai sangosen. Ego akeba keba niskio ne wi ai sangosen. Eswen aldegingo. Baina norella, eswen gehiago txoria zango. Baina norella, eswen gehiago txoria zango. Eta nik txoria nuen maiten. Eta nik txoria nuen maiten. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Elle ne serait pas partie. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Oui, mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Super grand merci à vous, merci beaucoup. Un grand merci au Carnaval humanitaire pour l'accueil, voilà, l'ambiance, voilà, je suis un peu dégoûtée juste de ne pas pouvoir plus m'arrêter, voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, merci Paul qui m'a bien accueilli, super. Et puis toute l'équipe, voilà. Bravo.